On est toujours dans l'effervescence de la pré-saison de Formule 1 2025. La dernière fois, on parlait des reveals, qui, quoi, où, quand, comment, et je vous parlais du F1 75 qui, entre-temps, il a été confirmé, c'est le mot que je cherchais, par la FOM qu'effectivement ce serait diffusé sur YouTube. On fera donc un watch-along sur Twitch, quoique vu la date de la sortie de cette vidéo, en théorie, on a déjà fait le watch-along sur Twitch, donc ça sert à rien que j'en parle. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc qui n'est finalement pas si loin, en tout cas à la date de cette vidéo, c'est les essais de pré-saison. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous vous posez peut-être un tas de questions. Que vous soyez un nouveau, un ancien, un petit refresher vous fera pas de mal. Et au pire des cas, vous faites comme la majorité des viewers et vous restez que pour les vannes. Alors, c'est Toto, il va au magasin acheter des saucisses et de la bière, et en fait, il revient avec du Oli Energy, qui est une alternative moins chère aux boissons énergétiques de supermarché, sans sucre en plus, et ils ont aussi des thés glacés, une gamme hydratation, des fois que vous fassiez du sport, et avec le code Clippy5, que vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Mais Toto, lui, il a utilisé le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes ses commandes. Et vous avez pas idée à quel point ça aide quand vous faites ça, vous soutenez la chaîne puissance 9000. Donc oui, la chute de ma blague était peut-être une OPSP, mais c'est toujours plus drôle que 70% des sketchs de Kev Adams. Donc vous plaignez pas. Bref, je suis Clippy d'Aclip. Bienvenue dans Garage Talks. Comme le nom l'indique, les essais hivernaux ou winter testing, aussi appelés essais de pré-saison ou pre-season testing, sont des essais qui ont lieu en hiver ou en amont de la saison. Ce sont des essais qui sont absolument capitales en amont de la saison puisque c'est le seul moment où les équipes sont autorisées à lâcher les bagnoles pour de bon quoi. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi les équipes font pas leurs propres tests dans leur coin. Ou alors vous avez peut-être vu les images de la McLaren et de la Williams qui ont roulé largement avant les essais hivernaux, donc quid de ça? En fait, il faut savoir que depuis 2009 ou 10, si je ne m'abuse, et j'aime pas trop m'abuser, la FIA a banni les tests privés en Formule 1. Ça, c'était pour éviter que les équipes qui avaient genre 3 fois le PIB du Brésil puissent, entre chaque Grand Prix, se taper 3 fois la distance de Grand Prix pour mettre au pan la voiture. Aujourd'hui, il y a des exceptions qui s'appliquent, notamment les Filming Days, qui permettent aux équipes, sous couvert d'un tournage, de faire 100 km maximum et avec des pneus spéciaux fournis par Pirelli, qui sont apparemment suffisamment éloignés des pneumatiques de course pour qu'ils puissent pas tirer de conclusions ultra pertinentes. Ces jours de tournage ou Filming Days, ils sont super importants pour les marques qui aiment bien que leur logo soit sur des voitures parce qu'ils payent très très cher pour ça. D'ailleurs, il y avait eu une pub, c'est quoi? C'était pour... Ah merde, j'ai oublié le nom de la marque. Bref, c'était une marque de nutrition sportive à la con. Est-ce que tu te souviens, Inky, c'était pour qui la pub, la McLaren, donc que j'ai en tête? Elle a dit qu'elle s'en battait les couilles. Et t'avais des images de la McLaren à Bahreïn qui sont les mêmes images que j'utilise moi dans les Garage Talks, parce que ces images-là proviennent de ce qu'on appelle le content pool, ou piscine de contenu, ce qui pourrait être le nom du disque dur sur lequel je sauvegarde tout mon Mais c'est des trucs qui sont super importants pour les créateurs comme moi, du coup, parce que ces images-là ne sont pas strikées par la FOM. Il y a d'autres tests auxquels les équipes ont droit en dehors de ces essais hivernaux, c'est les tests avec de la machinerie ancienne. Alors par contre, la voiture doit avoir au minimum 2 ans d'ancienneté, et les tests étaient relativement lax, ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient, sauf que plus maintenant, parce qu'à partir de cette année, ils sont limités à 20 jours de tests avec de la machinerie antérieure, ce qui est quand même pas mal, mais les pilotes titulaires, eux, sont limités à 4 jours et 1000 km entre deux. Les essais hivernaux, c'est donc la première opportunité pour rouler fort et longtemps. D'autant plus que les essais hivernaux, depuis quelques années maintenant, ont lieu à Bahreïn, qui, de par sa position dans le Moyen-Orient, à cette période de l'année, n'est pas un endroit où ça caille sa mère. Alors qu'il pouvait encore faire relativement froid à Barcelone quand les essais hivernaux étaient encore tenus là-bas. Les essais hivernaux, c'est sur 3 jours à compter du 26 février, donc jusqu'au 28. Et les équipes peuvent rouler autant qu'elles veulent entre 10h et 19h avec juste un break pour bouffer entre midi et 13h. La seule limitation, c'est que les équipes ne peuvent faire rouler qu'un seul pilote à la fois, et donc une seule voiture à la fois. Donc par exemple, si Ocon est au garage, c'est Berman sur la piste et inversement. Très souvent d'ailleurs, ils se séparent les sessions, genre t'auras Verstappen le matin, Lawson l'après-midi et inversement le lendemain. Nous, rien, enfin on fait comme d'habitude quoi. À moins que le comme d'habitude, c'est regarder le Grand Prix avec une main dans le slibard et l'autre sur le téléphone pour tweeter « MDR, le Grand Prix était nul, de quoi tu parles ?» Je parlais du Grand Prix du Brésil, dans le tweet que vous venez de voir, le Grand Prix du Grand Prix du Brésil. Les équipes, elles, par contre, elles auront du travail, parce que c'est pas parce que les moteurs ou la réglementation moteur est gelée depuis un certain temps maintenant que la fiabilité n'est plus un problème. Demandez à Alpine. De toute façon, le gel en soi, il permet de cacher des upgrades perfos avec des upgrades fiabilité. Donc, geler mon cul. Et puis, les moteurs peuvent être super fiables, peut-être que c'est leur intégration au châssis qui va poser problème. Demandez à Red Bull dans les années Renault de l'ère hybride, où leur package était beaucoup trop serré.
et laissez pas tellement le moteur respirer. Puis il y a aussi des pièces à part qui peuvent fail pour des raisons diverses et variées, l'électronique, les freins, demandez à Williams ce qu'ils en pensent. Les équipes vont aussi pouvoir pour la première fois constater si leur concept aéro qui marche si bien en soufflerie marche aussi bien sur la piste. Demandez à Mercedes ce qu'ils en pensent. Bon, j'arrête. Pour voir effectivement si les résultats IRL corrèlent avec ceux en soufflerie et en CFD, Computer Fluid Dynamics, les ingénieurs ont quelques cordes à leurs arcs. Ils ont ce truc-là qu'on appelle du flow vis, que j'ose pas appeler une peinture parce que c'en est pas vraiment une. Le principe du bail, c'est que tu le mets sur une zone de la voiture, tu laisses la voiture rouler, et quand la voiture revient, le flow vis est répandu au gré du vent, et ça permet justement de visualiser comment s'écoule le flux d'air sur la voiture, d'où le nom flow vis, flow, flux, vis pour visibilité du flux d'air, tu l'as ? Ouais. Ils ont aussi ces bouts de grillage, ces bouts de parapole, comme on dit chez moi, qui, non, ne sont pas réellement du grillage, mais des aérorakes. En gros, ce que vous voyez là, ce sont des tubes pitot qui vont mesurer le flux d'air à des endroits stratégiques, ce qui permet du coup de voir comment s'écoule l'air aussi. Et en plus de ces tests qui sont assez ciblés, les équipes vont rassembler un max de data sur le comportement de la voiture, avec le plein, avec peu d'essence, pneus neufs, pneus usés, etc., etc. Les équipes vont répéter des scénarios de course, des scénarios de qualif, le tout bien sûr en gardant leur carte très proche de leur torse, ça ne se dit pas en français. Le tout en gardant leur carte en mode face cachée pour rien révéler aux yeux du monde. C'est ce qu'on appelle le sandbagging, ou en français, Ferrari sera champion du monde cette année, Merco est rincé. Depuis 2017 en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que très souvent, Mercedes, en essai hivernaux, roulait avec des maps moteurs qui laissaient pas présager de toute la puissance du moteur, roulait avec du lest, des ballasts, ou peut-être même carrément plus d'essence que nécessaire, d'où le terme sandbagging, parce que sandbag, sac de sable, c'est comme si tu mettais des sacs de sable dans le coffre de la Twingo, quelque part ça va rouler moins fort. Et bref, tout ça c'était évidemment pour annihiler nos espoirs quelques semaines plus tard en Australie, quoi, c'est... ouais... Donc gardez en tête que les temps autour c'est quelque chose d'assez intéressant pour spéculer, mais c'est pas un indicateur de performance fiable à 100%. Par contre oui, on peut tirer un certain nombre de conclusions et faire des devinettes éduquées, des educated guess, en voyant le nombre de tours parcourus, en voyant le rythme overall, mais toute proportion gardée. Après c'est vrai que si une équipe a fait que 10 tours, généralement c'est pas volontairement, hein. J'aurais tendance à dire sur tout le monde, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, ni à l'abri d'une mauvaise. Les fans de Ferrari en savent quelque chose. Mais si je dois réduire à 3 équipes sur lesquelles moi je vais me concentrer tout particulièrement, il y aurait en premier lieu Red Bull, parce que la situation dans laquelle ils étaient la saison dernière était très intéressante, et voir si leur sous-virage à basse vitesse est devenu un problème du passé serait aussi très intéressant. Mieux encore, si leur vitesse en ligne droite n'en paraît pas handicapée, parce que ça pourrait alors vouloir dire qu'ils sont revenus aux ailerons flexibles. Et alors là, on va se marrer après le Grand Prix d'Espagne. Il y aurait aussi Mercedes, parce que Merco, ils ont passé toute la réglementation à effet de sol à se faire défragmenter le cul, et qu'ils ont peut-être une revanche personnelle à prendre. Alors est-ce qu'ils ont figuré la réglementation pour la dernière de la saison, ou est-ce que au contraire ils en ont gardé sous le pied pour revenir plus fort en 2026? Non lo sait. Justement, faut garder un œil sur eux. C'est aussi la première fois on pourra se faire une idée d'Antonelli, parce que bon, à Monza, Toto, il peut pomper le... Non, on va pas faire cette vanne. Mais Toto peut l'essayer de limiter les dégâts au max dans la presse en paraissant borderline délusionnel en disant oui, il était extrêmement rapide entre les premiers et deuxième secteurs. Bah oui, mon con! Vous l'avez foutu sur des softs avec peu d'essence. C'était un hero run. Vous ne trompez personne. Et la dernière équipe qu'il faudra garder à l'œil, à mon humble avis, c'est Williams, qui est sûrement l'équipe avec le plus gros potentiel en termes de bons sur la grille. Non seulement parce que les jours de concevoir les voitures sous Excel sont terminés, mais en plus parce qu'ils ont réussi à signer un gros nom en la personne de Carlos Sainz Jr., qui vient avec un gros sponsor. Le potentiel est donc assez élevé. Et à l'inverse d'Aston Martin, qui a le luxe d'arroser les problèmes à gros coups de fric, Williams, ils doivent se démerder avec ce qu'ils ont. Et si la monoplace marche, et qu'ils gardent cette méthode prouvée de faire preuve de plus de bon sens que de fric, je les vois bien dans le midfield. Peut-être même plus. Et à ça, moi, Clippy du montage, j'aimerais aussi rajouter qu'ils ont déjà révélé leur voiture et qu'ils ont déjà fait rouler leur voiture. En contraste saisissant avec toutes les saisons où ils sont arrivés soit à la bourre aux essais hivernaux, soit avec des voitures pas finies, ou pas légales, ou pas prêtes, etc., etc. Bon là je me force à réduire à 3, mais entre ça, et Ferrari qui de base va être scruté par tout le monde, parce que A, la menace fantôme, et B, c'est Ferrari, tout le monde veut voir Ferrari gagner, et ça vient d'un fan de Red Bull Racing, à la base. Comme quoi, on peut faire preuve de tolérance.
de fils de Aston, dont tout le monde est persuadé que l'influence New Wave a déjà bavé sur le staff technique et produire une voiture des dieux dès cette saison. Alors c'est pas mon cas, mais il y a plein de gens qui le pensent. Alpine, pour leur dernière danse avec le moteur Renault, on a déjà parlé en longueur de cette histoire de motorisation avec Alpine sur la chaîne. La vidéo doit s'afficher à l'écran, je l'ai peut-être mis dans un carton là en haut, mais au pire des cas, vous pouvez juste aller sur la chaîne, voir ce qui vous branche, abonnez-vous, mettez la cloche. Une écurie Alpine qui se voit bien émuler McLaren, et tu me diras, en 2026, avec un pôle châssis et un motoriste basé en Grande-Bretagne, ce sera beaucoup plus facile. Oui, parce que je vous rappelle que Mercedes AMG HPP est basé en Grande-Bretagne et que l'identité nationale d'une équipe, c'est de la foutaise marketing qu'on vous sert sur un plateau depuis des années, sauf pour Ferrari. Tu me diras, il y a des designers anglais chez Ferrari, donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas tous citoyens du monde? McLaren, champion constructeur en titre, avec sur les images ce qui semble être des pontons v'là large sa mère. Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que McLaren n'a pas trop altéré sa philosophie de design? Est-ce qu'ils n'ont pas développé tout le long de 2024 une voiture avec une philosophie de design qui est différente de celle qu'ils avaient sur la grille à ce moment-là, parce qu'ils se rendaient pas compte que la voiture 2024 allait être aussi perfo? Et est-ce que du coup ils auraient pas fait une erreur, qu'il était trop tard pour backpédaler? C'est ma théorie. A Formula One theory. Thanks for what? Vicar, bon, pour avoir les débuts d'Adjar et qui de plus en plus va ramener des pièces transférables issues de l'écurie mère, il y a plein de choses à garder à l'œil. Steak? T'as pas parlé de steak? Il y a plein de choses à garder à l'œil. Et bien évidemment, on fera un petit débrief des essais hivernaux après les essais hivernaux, tranquillou pépouze, avec le moins d'images possible, parce que hâte la FOM, hâte Canal+, s'il vous plaît, j'aimerais garder ma virginité anale intacte. Et surtout, comme maintenant on n'a encore rien vu, c'est peut-être le moment pour vous de me balancer vos théories les plus farfelues sur qui va émerger, de quoi, de où, que quand. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est fait pour ça. En attendant, moi c'était Clipidaclip, vous pouvez me suivre absolument partout où ça s'affiche, sauf dans la rue. Je dis ça pour tout le monde, et j'ai absolument pas peur pour ma sécurité depuis que j'ai entendu ce clip de Bagheera chez Ponce. C'est quoi ton smash le plus bizarre? J'ai pas trop de smash bizarre, je crois. Ah ouais? Non. Tu vois ce genre dans les mots? C'est mon smash ultime, je pense. Attends, pardon? Tu vois Clippy? L'autre jour, j'en ai parlé en chat. Clippy? Quoi? Le trombone, ça. Les codes Oli Energy dans le commentaire épinglé. Le lien SyncMesh si jamais vous cherchez des gants sim racing d'excellente qualité. C'était Clipidaclip. Bisous!